Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Transition numérique, énergétique et écologique en RDC. Le gouvernement congolais veut davantage attirer les investisseurs privés européens en République démocratique du Congo. C'est en tout cas le vœu exprimé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au forum Global Gateway qui se tient à Bruxelles en Belgique. Et puis la compagnie minière Moussono Ikomis a-t-elle violé la loi sur la sous-traitance en RDC? Affirmatif, selon les premières informations de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, qui a effectué une mission de contrôle dans les locaux de cette entreprise minière à Kolwezi dans la province du Lualaba. Enfin, dans la province du Sud Kivu, le gouvernement de la République poursuit la construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre Bukavu et Kamanyola. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics y a effectué une évaluation. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. Bien avant de développer tous ces titres, cette information, tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé le mercredi 25 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine avec deux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, plus précisément de l'Italie et de la Belgique. Au menu de leur discussion, les questions liées à l'économie et à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Dans une démarche visant à renforcer la sécurité et les relations économiques, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu tour à tour en audience l'ambassadeur italien Alberto Pietrangeli et la diplomate belge Roxane de Beerderling. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder divers sujets liés à l'économie et la sécurité de la République démocratique du Congo. Le diplomate italien, premier à être reçu, a indiqué que la RDC et l'Italie ont des liens historiques dans le domaine industriel. Selon lui, les entreprises italiennes ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Sur le plan de la sécurité, l'ambassadeur italien souligne la nécessité pour la RDC de renforcer les contrôles de ses frontières et d'améliorer les capacités de son armée. Cette coopération en matière de sécurité vise à aider la RDC à faire face aux défis sécuritaires auxquels elle est confrontée et à renforcer ses institutions de défense. De son côté, la diplomate belge Roxane de Beerderling a tout d'abord manifesté sa joie de rencontrer le président Tshisekedi pour la première fois après la récente présentation de ses lettres de créance. Roxane de Beerderling recommande une solution diplomatique pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. En conclusion, la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'ambassadeur italien Alberto Pietrangeli et Roxane de Beerderling de la Belgique marque une volonté commune de renforcer la sécurité et les liens économiques avec la RDC. Cette coopération bilatérale contribuera à relever les défis auxquels fait face la RDC et ouvrira de nouvelles perspectives de développement pour le pays. Mobiliser et inviter les investisseurs privés européens en République démocratique du Congo en vue d'accélérer le processus des transitions numériques, énergétiques et écologiques. C'est en tout cas l'essentiel à retenir de l'intervention du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au forum Global Gateway qui se tient à Bruxelles en Belgique où il prend part au nom du président de la République à la tête d'une grande délégation gouvernementale. Le chef de l'exécutif congolais a de nouveau présenté la RDC comme pays solution aux défis du réchauffement climatique, mais surtout comme une meilleure destination pour la fabrication des batteries et voitures électriques. Partenariat sur le chaîne de valeur durable de matières premières, critiques et stratégie, c'est sous-thème qu'a placé le Forum Global Gateway, auquel prennent part le membre du gouvernement conduit par le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Dans son discours prononcé au nom du président Félix Tshisekedi, le Premier ministre a mis l'accent sur le potentiel de la République démocratique du Congo, présenté comme pays solution dans le processus de la transition numérique
énergétique et écologique. À cet effet, il a souligné que la République démocratique du Congo regorge de nombreuses substances minérales intervenant dans ces transitions. La République démocratique du Congo reconnaît à sa juste valeur l'intérêt que l'Union européenne accorde à la question du partenariat sur l'échelle de... C'est avant de saluer l'intérêt majeur que porte l'Union européenne à l'endroit de l'initiative RDC Zambie dans la fabrication de batteries et véhicules électriques. À côté de cela, nous voulons encourager la coopération sud-sud, au-delà de celle que nous avons aujourd'hui avec la République de Zambie. Je pense que nous avons déjà des intentions d'usines de développement de véhicules électriques. Le chef du gouvernement congolais a ainsi présenté son pays comme destination de choix de tous les investissements liés à ces transitions. Le potentiel que nous avons est capable de répondre aux besoins mondiaux. C'est dans ce cadre que nous restons ouverts à des partenariats gagnant-gagnant pour la construction du barrage hydroélectrique Grand Inga. Pour clore son allocution du haut de cette tribune, Jean-Michel Samaloukonde a rassuré ses interlocuteurs que toutes les conditions sont réunies pour donner aux potentiels investisseurs le meilleur garantie pour leurs affaires. Restons toujours à Bruxelles. Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en RDC et justement le thème des assises qui ont débuté ce jeudi 26 octobre 2023 par une conférence débat à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. L'objectif de cette conférence est la mise en lumière des efforts menés par l'Inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption, l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques ainsi que les résultats obtenus avec toutes les retombées dans les domaines notamment de l'amélioration du climat des affaires et d'investissement. On écoute à ces sujets Jules Alinguetekeya. Les 800 millions de dollars ont disparu à la Banque centrale du Congo. Nous avions constaté qu'il y avait des cadres, il y avait des membres du gouvernement en République démocratique du Congo qui disposaient des cartes Visa qui étaient connectées au compte général du Trésor. Des cartes Visa avec capacité d'utilisation allant jusqu'à 50 000 $, 100 000 $ par mois. Ce sont des gens qui venaient en Europe, qui étaient dans des magasins de marques, en train d'acheter avec des cartes Visa, et ces cartes Visa, les comptes de l'État étaient automatiquement débités. On a trouvé plus de 200 cartes Visa connectées au compte général du Trésor qui ont été désactivées. Aujourd'hui, vous apprenez que la Cour des comptes a pris des mesures contre certaines personnes. Ces mesures-là de la Cour des comptes sont basées sur ces rapports de l'audit de l'Inspection générale des finances. C'est ces rapports que nous avions transmis à la Cour des comptes pour que la Cour des comptes applique également certaines sanctions prévues dans la loi de la Cour des comptes. Mais certaines mesures ont été déjà prises. Donc, c'est l'Inspection générale des finances qui a fait l'audit de la Banque centrale du Congo et qui a constaté les 25 millions dont on parle aujourd'hui, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances. Les 700 millions de dollars disparus au niveau de la Banque centrale, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances. Les cartes Visa connectées au compte général du Trésor, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances. Nous avions également fait l'audit du secteur forestier de la République démocratique du Congo. Là, je voudrais rapidement vous dire, notre pays s'était engagé avec la communauté internationale avec un moratoire en ce qui concerne l'exploitation. Dans le reste de l'actualité, la paye des agents et fonctionnaires de l'État pour ce mois d'octobre connaîtra un léger retard suite aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés. C'est ce qui ressort des échanges de mercredi 25 octobre entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, le président intérimaire du comité des suivis de la paye des fonctionnaires publics ainsi que le président de l'intersyndicale de l'administration publique, Juvette Mbelou. À quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a reçu le président des fonctionnaires, l'ordonnateur, délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, venu lui faire rapport
sur l'évolution de la préparation de la paye des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paye de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux des banques syndicales et le gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paye. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, ok, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Et donc, le VPM nous a reçus et on a exposé les problèmes, il nous a donné des orientations et donc pour nous, c'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme, que la question est prise en charge, que les services sont en train de travailler nuit et jour pour que la paye soit effectuée dans le meilleur délai. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction des payes pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paye pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payé dans de bonnes conditions, malgré le petit retard enregistré. Tout à fait. Autre chose dans ce journal, lancement de la feuille des routes quinquennale sur la mise en œuvre de l'opération, de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cette feuille de route reprend une série d'objectifs, entre autres, mettre en place une politique d'implantation des écoles élitistes dans chaque province éducationnelle. C'est le ministre du secteur concerné, Tony Mwaba, qui a procédé ce jeudi 26 octobre 2023 à cette cérémonie devant les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées ici à Kinshasa. À cette occasion, il leur a mis en garde contre les pratiques des antivaleurs. Cette séance de travail qui a réuni les coordonnateurs des écoles conventionnées autour du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, s'est axée principalement sur la qualité de l'enseignement et la feuille de route quinquennale portant sur le plan d'action à suivre pour sa mise en œuvre. Séance tenante, il a été énuméré quelques objectifs à poursuivre, à savoir mettre en place une politique d'implantation des écoles élitistes non conventionnées dans chaque province éducationnelle où plus de 2000 enfants, même ceux de villages ou de familles modestes, bénéficieront chaque année d'un enseignement de qualité au même titre que ceux des écoles privées de renommée. Dans la liste complémentaire de ces objectifs, rationaliser les conditions de recrutement des enseignants dans les écoles publiques, poursuivre les efforts dans l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, renforcer la capacité des enseignants, rajeunir le personnel enseignant et les corps des inspecteurs et enfin rendre l'inspection générale de l'EPST capable d'accomplir ses missions avec efficacité et efficience en la restructurant et modernisant et aussi en y créant une structure chargée du recrutement des enseignants. La revue du programme scolaire y a été aussi évoquée. Il faut rappeler que la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics étant effective, le ministre de l'EPST, dont la poursuite des tâches lui confiées par le président de la République, se focalise avec son ministère à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour revenir à sa rencontre avec les coordonnateurs nationaux, le ministre de l'EPST les a tous invités à renoncer à la pratique des antivaleurs dont la ponction opérée sur le frais de fonctionnement des écoles, la retenue ou la perception de dîmes, offrandes, actions de grâce sur le salaire des enseignants. Pour en finir, les coordonnateurs nationaux ont été soumis à la signature d'une clause les interdisant de se livrer à ce genre de pratiques. Une manière aussi de le mettre en garde contre ces pratiques.
Et tout à fait autre chose dans ce journal, je l'ai annoncé dans le sommaire, Alexis Gisaro a été ce 25 octobre 2023 sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre Bukavu et Kamanyola. Nous sommes dans la province du Sud Kivu pour voir l'avancement des travaux qu'il a lui-même lancés le 22 juillet dernier. Nous vous proposons d'écouter ici le ministre des ITP nous faire un état des lieux de ces travaux qu'exécute l'entreprise chinoise CISC SA. Autant nous avons lancé, autant il faut faire le suivi des travaux. Et c'est ce qui nous amène à faire tout le trafic, à faire toute la route, pour nous rendre compte de nous-mêmes des travaux qui sont exécutés par la firme Sino Hydro, avec l'agence congolaise de grands travaux qui fait la maîtrise d'ouvrage, ainsi que l'entreprise CISC qui conduit les travaux. Nous pouvons nous rendre compte que les travaux ont effectivement commencé. Nous voyons des travaux de terrassement, nous voyons des travaux d'élargissement de la route, des travaux de remblai, qui sont des travaux préparatoires. Et il faut bien comprendre qu'il y a un planning de travaux. Lorsqu'on parle de la construction d'une route, on ne voit pas le bitume du jour au lendemain. Tous les travaux d'assainissement doivent être faits au préalable. Parce qu'il faudra bien qu'on voie toutes ces eaux de pluie, nous sommes dans une zone pluvieuse, doivent être drainées pour ne pas que un jour ça puisse abîmer la route. Et nous sommes très confiants que dans les délais qui sont prescrits à l'entreprise, cette route va être construite. Il faudrait qu'on se souvienne que c'est la première fois. Jamais la route n'a été construite ici. Nous ne sommes pas dans une réhabilitation, nous sommes dans une construction de route. Donc nous sommes en train de tracer la route dans une nature où la route n'existait pas. La route nationale numéro 5 que nous sommes en train de construire aujourd'hui accompagne d'autres projets du gouvernement. Le lac Tanganyika, qui est un boulevard naturel, sera connecté par voie de rail jusqu'au niveau du port de Dar es Salaam. Donc vous comprenez que cette voie sera la voie qui sera la plus empruntée. Nous nous attendons à ce qu'il y ait, que le trafic soit quintuplé, si pas multiplié par 10. Et même les pays voisins pourront en profiter. Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons les autres pays pour quitter Dar es Salaam et arriver chez nous. Demain, ce sont les autres pays qui vont utiliser notre espace national pour atteindre leur pays. Retour ici à Kinshasa, s'imprégner des préparatifs et de l'évolution des élections du 20 décembre 2023. C'est la raison pour laquelle une importante délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES en sigle, conduite par son président Anthony Banbury, s'est rendue à la Commission électorale nationale indépendante pour une séance de travail qui a été présidée par le président de la CENI, Denis Kadima. C'est le président de la centrale électorale Denis Kadima qui a présidé cette réunion en présence notamment des membres de son bureau. Le premier responsable de AIFES, partenaire technique et financier de la CENI, a apprécié tous les efforts déployés par celle-ci pour mener à bon port le processus électoral dont le point culminant est la présidentielle couplée aux législatives et communales du 20 décembre 2023. Voir dans quelle mesure l'AIFES peut intervenir dans le cadre de son partenariat avec la CENI faisait partie des points abordés durant cette séance de travail. C'est ce que révèle Anthony Banbury au sortir de leur entrevue avec Denis Kadima. Le but de ma visite, est de mieux comprendre quelle est la situation ici en RD Congo avant les élections et surtout comment IFES peut aider le CENI en préparant les élections. J'ai beaucoup de confiance dans le CENI, dans M. Kadima, le président, à cause de leur engagement et leur vision d'avoir une élection qui reflète la voix de la peuple congolaise. Avant de prendre les commandes de cette institution, Anthony Banbury a eu une longue carrière au sein de l'ONU et du gouvernement des États-Unis en tant que directeur, puis directeur principal de la démocratie, des droits de l'homme et des opérations internationales au Conseil national de sécurité.
Poursuivant avec sa mission des contrôles au Lualaba, à Kolwezi précisément, dans le sud du pays, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, a conduit ses officiers des polices judiciaires, les OPJ, dans les installations de la compagnie minière Moussonoy Komus. Selon les premières informations, cette société minière travaille en violation de la loi sur la sous-traitance en RDC. Regardez. Aucune société principale ne sera exemptée du contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé y met toute son énergie et son temps, son ménagement. Le DG Miguel Katem Kachal était aux installations de la compagnie minière Moussonoy Komus. Sur place, les constats étaient très désolants car les non-respects criants de la loi sur la sous-traitance sautaient aux yeux dès l'entame de l'enquête. Dans leur base de données, pas d'accès aux Congolais à des contrats importants. Il était très intéressant que le DG lui-même constate cela, parce que parfois quand on en parle, personne ne croit. Mais sur terrain, les réalités ont été mises au grand jour et on pouvait se rendre compte que surtout les entreprises chinoises sont verrouillées, ne pouvaient pas avoir accès. Et même lorsque vous demandez de faire la fourniture, vous avez remarqué que dans sur leur compte fournisseur, il n'y a aucun sous-traitant qui est enregistré. Vraiment, il faut dire que cette mission de contrôle va pouvoir apporter des fruits dans la mesure où elle permet de déverrouiller. Le DG de la RSP, qui ne jure que sur la création de vrais millionnaires congolais, a promis de faire un suivi minutieux sur la société Komus. Nous avons aussi constaté que le circuit ici, il est très verrouillé. Et nous avons laissé des recommandations. Nous allons faire appliquer la loi de la sous-traitance, noble combat du chef de l'État, le combat pour l'indépendance économique. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. Pour le DG Miguel Katem Kachal, toutes les entreprises privées ont l'obligation de se soumettre à la loi sur la sous-traitance, suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un important lot des matériels informatiques comprenant des ordinateurs et imprimantes a été justement remis au personnel de la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK. C'est le directeur général de cette régie financière, Eddy Fumumpoko, qui en début de semaine a doté ses collaborateurs de ces outils. C'est là dans l'optique d'optimiser le rendement dans leur travail. Dans le souci de mettre l'homme au centre de tout et surtout, faisant suite aux difficultés constatées pendant ses rentes dans différents locaux de la DGRK, le directeur général Eddy Fumumpoko Mosepu vient de doter les services de la DGRK, dont ses collaborateurs, des outils informatiques. En gros, un lot important de 66 imprimantes HP, 9010 digitales en couleur triple fonction et de 90 ordinateurs portables HP i3 génération avancée, Pipon 9 ont été remis aux services généraux de cette régie financière provinciale. Ces outils seront mis à la disposition du personnel pour résoudre tant soit peu les soucis en termes de bureautique. Dans la même perspective, ils permettront aux agents d'optimiser les rangements de leur travail. Cet acte de générosité posé par le patron de la DGRK à ses collaborateurs s'ajoute à la liste de bien d'autres déjà réalisés et dont la somme traduit son esprit de dévouement pour le travail et son engagement à doter à la régie provinciale de tous les matériels possibles susceptibles d'accompagner à bon escient le travail qui est abattu. Notons que ces matériels acquis sont marqués ou étiquetés par les services généraux suivant leur destinataire, de sorte qu'après dispatching, tout peut être retracé. Peut-on parler de la croissance économique avec un budget évalué à plus ou moins 16 milliards de dollars américains? C'est la question qui se pose actuellement après l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2024. Egide Ngwene, économiste, se référant à certaines réalisations déjà effectuées, à l'instar de la gratuité de la maternité, estime que le pays est sur la bonne voie pour atteindre cette croissance. On l'écoute dans ses propos recueillis par Philo Chiloba et Sélé Chamala. Les effets de la croissance en RDC sont palpables, on peut le dire. Parce que quand on parle de la croissance économique, on a 4 éléments qu'on essaie un peu de vérifier. On vérifie 1, les niveaux de l'éducation, soit de la santé. Or, quand il y a l'investissement à la santé et à l'éducation. 2, on voit sur la bonne gouvernance et la qualité des institutions.
Or, nous sommes pendant un état de droit, on suppose qu'il y a la bonne gouvernance. De 3, est-ce que l'environnement, la RDC est favorable? Ça va, géographiquement, la RDC est favorable. Effectivement, la RDC géographiquement est favorable. Est-ce que l'environnement est favorable aux entreprises privées? Mais quand on parle de l'investissement à la santé et l'éducation, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on dit quand on veut investir à la santé et à l'éducation, parce qu'actuellement nous assistons à la gratuité de la santé, qui vient de commencer par la maternité gratuite. Ensuite, il y a la gratuité au niveau de l'éducation primaire et secondaire, l'éducation primaire. C'est-à-dire que déjà quand l'État essaye, ce sont des effets palpables de la croissance économique. Quand il y a la croissance économique, vous allez constater qu'il y aura la gratuité au niveau de la santé et la gratuité au niveau de l'enseignement. Bien sûr qu'on est au début, on a commencé avec la gratuité de la maternité et la gratuité de l'enseignement secondaire. Mais au niveau de la qualité des institutions, avec l'état de droit, vous vous rendez compte qu'il y a même des ministres, il y a même des directeurs de cabinet, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Parce qu'on parle de la qualité des institutions, on voit comment on gère, comment on essaie un peu d'intercaler, comment on essaie un peu de mettre fin à la corruption. Et on voit le travail qu'est en train de faire l'IGF actuellement en RDC. On peut dire que la qualité des institutions en RDC commence à être favorable, commence à devenir un peu efficace. Géographiquement, s'il faut le dire, la RDC est géographiquement favorable au niveau mondial. Pays à la taille d'un éléphant, s'il faut le dire. Et on prend à présent la revue des presses et c'est avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous dans cette revue des presses sur Ecofin aux télévisions. Commençons avec les quotidiens Coupe l'Avenir qui, dans sa 3e page écrit, Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, Samalou Kondé compte mobiliser les secteurs privés européens pour accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques. Organisé par la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, les Forum Global Gateway 2023 se tient le 25 et le 26 octobre 2023 à Bruxelles en Belgique. C'est tard dans la nuit que le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé à Bruxelles à la tête d'une importante délégation des membres du gouvernement, notamment les ministres des Mines, de l'Énergie, du Transport, des voies des communications et des enclavements, de l'Industrie et celui des hydrocarbures. La République démocratique du Congo étant l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales, critiques et recherchées en cette période de transition écologique, le chef du gouvernement congolais est porteur du message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises de haut niveau pour attirer des vrais investisseurs au pays en vue de transformer localement les minéraux stratégiques de la RDC, tel qu'il explique le ministre des Mines. Comme annoncé lors du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022, l'Afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés, soit 150 millions d'euros. La stratégie porte également un intérêt particulier aux Balkans internationaux et à l'Ukraine. Cette stratégie se concentre sur 5 secteurs prioritaires, à savoir le numérique, les climats de l'énergie, le transport, la santé, mais également l'éducation. Terminons avec Forum des As, qui dans sa page numéro 5 écrit « Et vivement la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi ». Les voyageurs qui fréquentent la nationale numéro 1 dans la partie Kinshasa-Matadi continuent toujours de se plaindre des embouteillages fous qu'ils rencontrent le long de leur voyage. Malgré l'interdiction de circulation imposée aux véhicules remorques avant 22 h, les chauffeurs de ces lourds engins agissent comme s'ils se trouvaient dans un territoire conquis où il n'existe ni loi ni autorité. De plus en plus, des voix s'élèvent pour réclamer la réhabilitation effective de la voie ferrée Kinshasa-Matadi en vue de désengorger la voie routière qui est souvent asphyxiée. Cela nécessite obligatoirement la redynamisation de l'Office national des transports ONATRA dont la situation laisse à désirer. Pour ce, il faut un management visionnaire à la tête de la dite société pour sortir des sentiers battus. Fin de cette revue des presses, merci à vous de l'avoir suivi. Et voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal.
Transition numérique, énergétique et écologique, le gouvernement de la RDC veut davantage attirer les investisseurs privés européens en République démocratique du Congo. C'est en tout cas le vœu exprimé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au forum Global Gateway qui se tient à Bruxelles en Belgique. Et puis la compagnie minière Moussonoy Comis a-t-elle violé la loi sur la sous-traitance en RDC? Affirmatif selon les premières informations de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, l'ARSP, qui a effectué une mission de contrôle dans les locaux de cette entreprise à Kolwezi dans la province du Lualaba. Enfin, dans la province du Sud Kivu, le gouvernement de la République poursuit la construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre Bukavu et Kamanyola. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics y a effectué une évaluation. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne suite des programmes sur les antennes de Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.